Le Troisième Reich a financé des expéditions secrètes sur 4 continents, alors que la guerre consumait ses dernières ressources. Ce qu'il cherchait n'était ni du pétrole, ni des minéraux stratégiques. C'était quelque chose que les archives déclassifiées décrivent avec des termes qu'aucun manuel d'histoire ne mentionne. Des cités souterraines aryennes sous les montagnes du Caucase, le marteau de Thor comme arme électromagnétique dont les représentations archéologiques furent envoyées à Berlin dans des conteneurs classifiés qui n'apparurent jamais dans les archives alliées, et des coordonnées de lieux que Lahnenerbe a marqués sur ses cartes internes et qui ne correspondent à aucun gisement reconnu par l'archéologie conventionnelle. Heinrich Himmler a envoyé des équipes au Tibet pour mesurer des crânes, cherchant les survivants d'une civilisation détruite. Albert Speer a écrit dans ses mémoires que Hitler lui avait dit « Il y a là-bas des choses qui ne doivent en aucun cas tomber entre les mains de l'ennemi ». Le général le plus célèbre d'Amérique, George Smith Patton, a utilisé toute l'armée de son pays pour une opération occulte personnelle et a menti à ce sujet jusqu'à sa mort. De plus, le sous-marin U-453 repose toujours au fond de la Méditerranée avec les caisses que Rommel a personnellement autorisées. Le plongeur qui a trouvé les caisses a déclaré qu'elles contenaient des matériaux de valeur archéologique indéterminés de provenance égyptienne. Il a disparu quelques jours plus tard. Les archives de Lahnenerbe, que les Alliés ont cherchées pendant des semaines, ont été déclassifiées. Ces expéditions ont eu lieu. Les documents existent. Dans ce documentaire, nous examinons les expéditions les plus secrètes du Troisième Reich, des opérations où les archives ont des pages arrachées, où les découvertes ont disparu avant l'arrivée des Alliés et où les seuls hommes qui connaissaient la vérité sont morts peu après l'avoir racontée. La lance du destin, l'arme du Christ qui a obsédé Hitler dès ses 20 ans. En 1909, un jeune homme de 20 ans, sans argent ni avenir, visitait avec une fréquence obsessive une salle du musée impérial de Vienne. Il n'y allait pas pour voir des peintures. Il y allait pour voir une lance, une lame de fer détériorée, maintenue par un fil d'argent, identifiée sur le cartel comme la lance de Saint-Maurice. Le jeune homme l'appelait par un autre nom. Il l'appelait la lance du destin. Ce jeune homme était Adolf Hitler. Ce qu'Hitler vit dans cette vitrine n'était pas de l'histoire. C'était son futur. Ses notes personnelles de cette période, retrouvées des décennies plus tard, décrivaient des visions alors qu'il la contemplait. Des visions de pouvoir, de destin, d'un homme capable de changer le cours de l'Europe. Le raté qui dormait dans des pensions de bas étage et vendait des cartes postales sur les marchés, construisit autour de cette lance un récit sur lui-même qu'il soutiendrait durant les 30 années suivantes. La légende qui l'entourait s'accumulait depuis 1000 ans. Charlemagne la porta sur lui pendant 25 ans de campagne et ne perdit jamais une bataille tant qu'il l'arborait. En janvier de l'an 814, la lance tomba de ses mains en traversant un ruisseau. Il mourut quelques jours plus tard. Henri l'Oiseleur, roi de Germanie au Xe siècle, céda le territoire complet de Bâle à Rodolphe de Bourgogne, en échange exclusivement de la lance. Pas d'or, pas d'armée, la lance. La légende fut formulée avec précision. Quiconque la posséderait dominerait le monde. Quiconque la perdrait mourrait. Hitler attendit 29 ans pour la réclamer. Lorsqu'il entra dans Vienne en mars 1938, à la tête des troupes annexant l'Autriche au Reich, sa première destination ne fut ni la mairie ni le palais impérial. Ce fut le Kunsthistorisches Museum. Cet après-midi-là, la lance fut emballée et transportée par train spécial vers Nuremberg sous la garde des SS. Nuremberg ne fut pas choisi par hasard. C'était le cœur symbolique du nazisme et la ville où les empereurs médiévaux avaient gardé les reliques impériales pendant des siècles. Hitler plaça la lance dans l'église Sainte-Catherine. La légende et le Reich furent unis au même endroit. Himmler entretenait avec la lance une relation totalement différente de celle d'Hitler. Là où Hitler voyait un symbole politique, Himmler voyait une arme surnaturelle active. Il se croyait la réincarnation d'Henri l'Oiseleur, le roi qui avait cédé un territoire entier pour cette même lance au Xe siècle. Il organisa des cérémonies nocturnes au château de Wewelsburg, où la relique occupait une place centrale. Il fit fabriquer une réplique exacte qu'il gardait dans son bureau.
Les documents internes de la SS décrivent des rituels liés à celle-ci qu'aucun historien n'a pu reconstruire complètement, car les archives spécifiques furent détruites lors des derniers jours du Reich. Lorsque les bombardements sur Nuremberg s'intensifièrent en 1944, Himmler ordonna de transférer la lance dans un bunker construit spécifiquement pour elle, à 20 mètres de profondeur, avec un accès restreint à un nombre réduit d'officiers. Ce n'était pas le bunker de l'or du Reich, ni celui des archives du parti. C'était le bunker de la lance. Himmler était convaincu que quiconque la conserverait détiendrait la clé de la renaissance du Reich après la défaite. Le 30 avril 1945, des soldats américains du 7e régiment d'infanterie trouvèrent le bunker et ouvrirent la chambre. Ils l'identifièrent, la photographièrent et l'enregistrèrent comme objet confisqué. Ce même après-midi, à des milliers de kilomètres de là, à Berlin, Adolf Hitler se donna la mort, alors que les forces soviétiques combattaient à moins de 500 mètres du bunker de la chancellerie. La légende disait que quiconque perdrait la lance mourrait. Les historiens soulignent la coïncidence sans l'expliquer. En janvier 1946, la lance fut restituée au Kunsthistorisches Museum de Vienne, où elle demeure aujourd'hui. Le secret d'Erwin Rommel et le sous-marin U-453. En octobre 1943, alors que l'Africa Korps s'effondrait en Afrique du Nord et que les Alliés progressaient depuis le sud, un sous-marin allemand quitta les côtes de Tunisie avec un chargement qui n'apparut jamais dans aucun inventaire officiel de guerre. Le sous-marin était l'U-453. Ce qu'il transportait était décrit dans les seuls documents ayant survécu comme des matériaux de valeur archéologique indéterminés de provenance égyptienne. Personne au sein du Reich ne précisa la nature de ces matériaux. Personne en dehors du Reich ne les trouva jamais. L'U-453 n'arriva jamais à destination. Il fut coulé en Méditerranée au large des côtes de la Corse. Il sombra avec tout ce qu'il transportait. Ce que les archives n'expliquent pas, c'est pourquoi Erwin Rommel, le maréchal de camp le plus célèbre du Reich, l'homme dont la réputation militaire était si extraordinaire que Churchill fit publiquement son éloge devant le Parlement britannique, autorisa personnellement l'envoi de ce chargement. Rommel n'était pas un homme d'intérêts ésotériques. Il n'avait aucune relation connue avec l'Ahnenerbe. Il ne participait pas au programme de recherche de reliques que Himmler finançait. Et pourtant, sa signature apparaît sur le document d'autorisation de l'envoi. La question que ce document ne résout pas est de savoir ce que Rommel savait qui put justifier son implication personnelle. L'hypothèse reliant les points disponibles est la suivante. En 1939, l'équipe de l'Ahnenerbe qui cherchait Zerzura, la cité perdue du désert du Sahara, explora les grottes du Gilf Kebir et y trouva quelque chose qui n'apparut pas dans les rapports publics de l'expédition. Les peintures rupestres qu'ils publièrent étaient extraordinaires, mais ne justifièrent pas la classification immédiate du reste du matériel. Ce qui justifiait cette classification était autre chose. Quelque chose que les chercheurs de l'Institut envoyèrent à Berlin sous enveloppe scellée avec des instructions d'accès restreint. Lorsque l'Allemagne prit le contrôle de l'Afrique du Nord en 1941, ce matériel classifié fut transféré de Berlin vers les installations de l'Africa Korps pour une garde opérationnelle. La logique était simple, si les Alliés atteignirent Berlin avant que la guerre ne se termine, le matériel ne devait pas s'y trouver. Être en territoire africain sous contrôle allemand était plus sûr. Jusqu'à ce que ce ne le soit plus. En 1943, lorsqu'il devint clair que l'Africa Korps perdrait l'Afrique du Nord, le matériel ne pouvait pas tomber entre les mains des Alliés, non pas parce qu'il avait une valeur militaire, mais parce que ce qu'il contenait ne devait être trouvé par personne capable d'en comprendre la signification. La solution fut l'U-453, les caisses métalliques scellées que l'Ahnenerbe utilisait pour transporter le matériel classifié furent chargées dans le sous-marin au port de Tunis. Rommel signa l'autorisation. L'U-453 partit, mais il n'arriva jamais. En 1954, 11 ans après le naufrage, un plongeur corse nommé Antoine Ferracci affirma avoir localisé l'épave de l'U-453 au large de Bonifacio. Il décrivit avoir vu à travers les hublots du sous-marin des caisses métalliques empilées dans la salle de chargement, intactes, scellées. Ferracci n'avait pas l'équipement nécessaire pour les récupérer. Il retourna à terre pour organiser une seconde immersion. 3 semaines plus tard, sa barque fut retrouvée vide au large de cette même côte. Le corps ne fut jamais retrouvé.
L'affaire fut classée comme accident maritime en 48 heures, une rapidité que les enquêteurs locaux décrivirent comme inhabituelle pour un cas sans cadavre. Personne ne retourna chercher l'U-453. Ce que Rommel savait sur le contenu de ces caisses mourut avec lui en octobre 1944 à Erlingen. Il passa ses dernières semaines en résidence surveillée par la SS, sans accès à aucun de ses collaborateurs d'Afrique du Nord. Les interrogatoires auxquels il fut soumis avant sa mort n'ont pas été déclassifiés dans leur totalité. Les pages manquantes correspondent à des questions sur des activités en Afrique du Nord que ces interrogateurs jugèrent suffisamment sensibles pour les maintenir hors du registre historique. L'U-453 repose toujours au fond de la Méditerranée face à la Corse. Les caisses métalliques, si elles existent, sont toujours scellées. Personne n'est revenu chercher. Himmler en quête de Shambhala, l'expédition secrète des SS au cœur du bouddhisme. Au printemps 1938, 5 hommes franchirent la frontière du Sikkim avec une caravane de 50 mules. Parmi les équipements chargés se trouvait un magnétophone de dernière génération, des instruments de mesure des champs magnétiques terrestres et du matériel anthropométrique conçu pour mesurer les crânes humains. Le chef était Ernst Schäfer, un zoologiste de 28 ans et officier des Schutzstaffel. Personne, en dehors d'un cercle très restreint à Berlin, ne savait exactement pourquoi il se rendait au Tibet. Himmler avait besoin de preuves physiques pour sa théorie. Avant qu'une catastrophe cosmique ne détruise le monde antique, il existait une civilisation hyperboréenne de Nordiques. Les survivants émigrèrent vers le sud. Certains atteignirent l'Himalaya. Leurs descendants vivaient toujours au Tibet en 1938, avec des traces physiques encore détectables dans leur crâne et leur sang. Schäfer avait besoin de financement pour retourner sur le seul territoire qu'il connaissait mieux que n'importe quel scientifique allemand de sa génération. L'accord entre les deux hommes ne fut jamais mis par écrit dans des termes que l'un ou l'autre aurait souhaité voir publiés. L'équipe entra dans Lhasa le 19 janvier 1939. Aucune expédition allemande n'était parvenue auparavant à la capitale tibétaine. Schäfer distribua des fanions nazis aux autorités locales, filma des cérémonies qui n'avaient jamais été enregistrées et envoya le matériel à Berlin par valise diplomatique. Une partie de ce matériel ne fut jamais cataloguée officiellement. Le travail le plus sombre était celui de Bruno Beger. En tant qu'anthropologue racial du groupe, il mesura les crânes de 376 personnes. Il prit des masques de plâtre de visage, de mains et d'oreilles. Les résultats ne confirmeraient pas ce qu'Himmler espérait. La population tibétaine ne présentait pas les caractéristiques requises par la théorie. Himmler ignora les données et déclara tout de même que les Tibétains descendaient des Nordiques originels. La conclusion avait été décidée avant même le départ de l'expédition. Ce qui n'apparut jamais dans aucun rapport, c'est ce que le géophysicien Karl Wienert cherchait avec ses instruments de champ magnétique. Ces équipements n'avaient aucun rapport avec la zoologie ni l'anthropologie. Les documents internes de l'Ahnenerbe décrivent des mesures en des points spécifiques de l'Himalaya que des chercheurs ultérieurs ont interprétés comme la recherche de Shambhala. En l'un de ces points, dans un col de montagne à plus de 4000 mètres, dont l'emplacement exact ne figure dans aucun rapport déclassifié, les relevés du magnétomètre de Wienert montrèrent une anomalie qui ne correspondait à aucune formation géologique connue. La lecture fut notée, datée et envoyée à Berlin sous enveloppe scellée. Ce que Berlin répondit ne se trouve dans aucun archive accessible. Ce qui se passa dans ce col les jours suivants non plus. Cette partie de l'expédition fut éliminée de tous les rapports publics. Les 6 minutes du film documentaire Geheimnis Tibet, qui mentionnèrent directement Shambhala, furent coupées avant la première en 1943. Les 50 heures de tournage original, confisquées par les Alliés en 1945, demeurent aujourd'hui dans la collection Schäfer de la Bibliothèque du Congrès à Washington. Elles n'ont pas été publiées dans leur totalité. Personne n'a expliqué officiellement ce que contiennent les segments qui ne sont jamais parvenus au public. Schäfer fut libéré après 3 ans de dénazification, arguant que ses liens avec le régime étaient superficiels. Beger ne put soutenir cet argument. En 1943, 2 ans après le Tibet, il fut affecté à Auschwitz. Là-bas, il sélectionna personnellement 115 prisonniers pour être transférés à l'Institut anatomique de Strasbourg. Les 115 furent exécutés. Leurs corps furent traités pour créer une collection de squelettes.
En 1971, il fut condamné pour complicité dans le meurtre de 86 personnes. Il reçut 3 ans avec sursis. Il y a des choses qui disparaissent dans les archives parce que personne ne les a conservées. Et il y a des choses qui disparaissent parce que quelqu'un s'est assuré qu'il en soit ainsi. La quête du Saint Graal. À l'hiver 1929, un jeune universitaire allemand de 25 ans s'installa dans le village français de Lavelanet avec un sac à dos, un exemplaire du poème médiéval Parzival, et la conviction que le Saint Graal était enterré quelque part sous ses pieds. Son nom était Otto Rahn. Ce n'était pas un aventurier, c'était un médiéviste obsédé par les cathares, la secte chrétienne exterminée par l'Église catholique au XIIIe siècle, dont le dernier bastion avait été la forteresse de Montségur, à quelques kilomètres de l'endroit où il dormait. Rahn croyait qu'avant de se rendre, les cathares avaient caché le Graal dans l'un des tunnels qui percèrent la montagne. Il passa 3 mois à explorer des grottes, à mesurer des angles, à enregistrer des inscriptions sur les parois, et publia un livre à ce sujet. Ce livre changea sa vie d'une manière qu'il n'aurait jamais choisie. Le livre s'intitulait « Croisade contre le Graal » et parvint aux mains de Heinrich Himmler en 1933. Himmler passait des années à construire une cosmologie raciale qui nécessitait des ancrages historiques, et le travail de Rahn lui en fournit un des plus puissants, l'idée que les cathares, exterminés par Rome, étaient en réalité les gardiens d'une connaissance aryenne ancienne que l'Église avait tenté de détruire. Himmler contacta Rahn avec une offre qui, dans l'Allemagne de 1933, était impossible à refuser. Un financement illimité pour poursuivre la recherche. Un bureau au château de Wewelsburg, du personnel de soutien. En échange, Rahn remettrait le Graal à la SS. Rahn accepta. Il l'expliqua à un ami par une seule phrase. « Un homme doit manger. À quoi t'attendais-tu que je dise non à Himmler ?» Otto Rahn était homosexuel, de tendance politique de gauche, possiblement d'ascendance juive par sa mère et complètement étranger à l'idéologie nazie. Il était exactement le type de personne que la SS était conçue pour éliminer. Durant les années suivantes, Rahn vécut dans une contradiction permanente, financé par l'appareil de terreur le plus sophistiqué d'Europe pour chercher un objet dont il n'était pas lui-même certain qu'il existât sous la forme espérée par Himmler. Ces expéditions le menèrent aux Pyrénées, dans le sud de la France, en Italie et en Islande, où il fut envoyé chercher des traces de l'Atlantide dans un paysage désolé qu'il détestait. Dans une lettre à un collègue, il décrivit l'Islande comme l'endroit le plus misérable où il ait été de sa vie. La SS inséra des passages antisémites dans son second livre à son insu. Rahn les découvrit alors que le livre était déjà imprimé. En 1937, après un incident survenu sous l'emprise de l'alcool dans un bar, il fut dégradé, dépouillé de son rang et réaffecté comme garde à Dachau. Non pas comme chercheur, comme garde. Ce qu'il a vu dans ce camp durant les mois où il y fut posté n'est décrit dans aucun document ayant survécu. Ce qui survit, en revanche, c'est une lettre que Rahn envoya à la SS en février 1939, sollicitant sa démission immédiate. La lettre disait « Les raisons sont d'une nature si grave que je ne peux les expliquer par écrit. » On ne démissionnait pas de la SS, Rahn le savait. Ce qui s'est passé dans les semaines suivantes n'a jamais été complètement reconstitué. Le 13 mars 1939, 2 randonneurs ont découvert le corps gelé d'un homme de 35 ans, allongé face contre terre sur un versant des Alpes tyroliennes, près de Seul. À côté du corps se trouvaient 2 flacons de comprimés sans étiquette, l'un vide, l'autre à moitié plein. Aucune autopsie ne fut pratiquée. La SS l'a officiellement rayé des effectifs 4 jours après sa mort. Aucun certificat de décès ne fut jamais délivré. L'avis de décès publié dans le journal nazi Völkischer Beobachter le décrivait comme un membre de la SS décent et l'auteur de remarquables travaux historiques. Himmler maintint l'impression de ses livres jusqu'à la fin de la guerre, alors même que le papier en Allemagne était une ressource rare et rationnée. En 1944, une dette que Rahn avait contractée auprès de Himmler fut remboursée de manière anonyme. Personne n'a jamais expliqué pourquoi.
La théorie du suicide rituel compte des partisans parmi les chercheurs qui soulignent que Rahn était mort presque au jour anniversaire exact de la chute de Montségur, comme s'il avait choisi la date délibérément, imitant l'endura, la forme de mort volontaire par le froid et le jeûne que pratiquaient les cathares lors de leurs dernières heures. La théorie alternative souligne que le corps n'a jamais été formellement identifié et qu'il n'existe aucun document officiel confirmant que l'homme trouvé sur ce versant était Otto Rahn. Certains soutiennent que Rahn a survécu, a changé d'identité et a vécu des décennies de plus à l'étranger. Aucune des deux versions n'a été prouvée. Aucune n'a été écartée. Himmler visita personnellement le monastère de Montserrat sous couverture diplomatique lors d'un voyage officiel en Espagne. Les moines ne collaborèrent pas. Himmler retourna à Berlin les mains vides. La chambre du Graal qu'il avait fait construire à Wewelsburg, conçue pour abriter la relique une fois découverte, resta vide jusqu'à ce que la SS ne fasse sauter le château en 1945 pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Alliés. La quête du marteau de Thor. En mai 1940, alors que l'Allemagne envahissait la France et que les armées du Reich progressèrent vers l'ouest avec la machinerie militaire la plus sophistiquée d'Europe, Heinrich Himmler écrivit une lettre à Lahnenerbe. Ce n'était pas un ordre de bataille, ce n'était pas un plan logistique, c'était une instruction de recherche archéologique. Himmler ordonnait à ses chercheurs de localiser, dans tout le monde nordique germanique, chaque représentation connue de la foudre, du tonnerre et du marteau volant de Thor. La raison était la suivante. Je suis convaincu que cela n'est pas basé sur le tonnerre et l'éclair naturel, mais qu'il s'agit d'une arme de guerre ancienne et hautement développée de nos ancêtres, qui impliquait une connaissance inouïe de l'électricité. L'homme qui coordonnait les camps de concentration et dirigeait l'appareil de terreur le plus efficace de l'histoire moderne croyait que le Mjolnir était réel, pas comme un symbole, comme une arme fonctionnelle capable de détruire des chars et des armées entières si elle était récupérée et réactivée. La lettre fut traitée comme un ordre opérationnel. Les expéditions scandinaves de Lahnenerbe accumulaient depuis des années du matériel que personne en dehors du cercle interne n'avait vu. Lors des fouilles du gisement viking de Hedeby, ils trouvèrent quelque chose que les archéologues officiels décrivirent dans leur rapport comme une anomalie métallurgique sans précédent, des fragments d'un alliage dont la composition ne correspondait à aucune technologie connue de la période viking. La découverte fut envoyée à Berlin dans un conteneur scellé. L'analyse qui l'accompagnait fut classée immédiatement. Elle n'apparut jamais dans aucune publication de l'Institut. En 1936, Himmler envoya Otto Rahn en Islande avec une mission spécifique. Localiser dans les textes de l'EDA des références à une technologie qui pourrait être interprétée comme une description d'armes électromagnétiques. Rahn arriva, explora, et ses lettres à des collègues décrivèrent le paysage avec dédain. Mais ses rapports officiels à Lahnenerbe contiennent des passages que les chercheurs ultérieurs ont décrits comme inhabituellement cryptiques pour un universitaire de sa formation. Dans l'un d'eux, daté d'octobre de cette année-là, Rahn écrivait qu'il avait trouvé dans un monastère du Nord quelque chose qu'il ne pouvait pas décrire dans un document ordinaire et qui nécessitait une communication directe avec le Reichsführer. Cette communication, si elle a eu lieu, ne se trouve dans aucun archive accessible. Ce que les chercheurs scandinaves envoyèrent à Berlin tout au long de ces années fut catalogué, scellé et archivé dans des installations dont la localisation exacte fut perdue dans le chaos des derniers mois du Reich. Lorsque les Alliés confisquèrent les archives de Lahnenerbe à Weichenfeld en avril 1945, ils trouvèrent des milliers d'images de pétroglyphes nordiques, des représentations en pierre de Thor, des haches votives et des références dans les textes de l'EDA. Elles étaient cataloguées avec une méticulosité qui contrastait avec ce qui manquait, les rapports d'analyse des découvertes les plus significatives. Ils ne furent pas détruits. Ils n'y étaient simplement pas. Les Alliés les cherchèrent pendant des semaines. Ils ne les trouvèrent pas. Il existe deux explications. La première est que ces rapports n'ont jamais existé parce qu'il n'y avait rien à analyser. La seconde est qu'ils ont existé et que quelqu'un s'est assuré de les retirer avant l'arrivée des Américains. Ce qui survécut, en revanche, fut la lettre de mai 1940. Et ce que cette lettre révèle, c'est qu'au moment de la puissance militaire maximale du Reich, alors que l'Allemagne possédait les chars Panzer, l'aviation tactique et la doctrine de guerre la plus efficace au monde,
l'homme responsable de l'Holocauste restait convaincu que le dieu du tonnerre avait réellement existé, que son arme restait enterrée quelque part dans le monde nordique et que la race qu'il avait forgée avait le droit de la récupérer. Tandis que l'Ahnenerbe traquait les pétroglyphes, le symbole du Mjolnir couvrait chaque recoin du Reich. Joseph Goebbels avait surnommé Hans Schweitzer, le principal artiste de propagande, du nom de Mjolnir. Ces affiches représentaient le travailleur germanique écrasant ses ennemis avec la force du marteau. Le symbole était présent sur les runes de la SS, sur les anneaux d'honneur que Himmler offrait personnellement à ses officiers, sur les uniformes, sur les étendards. Le Reich avait converti l'arme d'un dieu en son identité visuelle, bien avant de savoir si ce dieu avait existé. L'Anti-Defamation League continue de classer le Mjolnir comme un symbole de haine actif, utilisé aujourd'hui par des groupes néo-nazis en Europe, en Amérique et en Australie. Le marteau que Himmler crut capable de détruire des armées ne fut jamais trouvé. Mais ce que ces chercheurs trouvèrent en Scandinavie, ce que Rahn ne put décrire dans un document ordinaire, ce qui voyagea dans des conteneurs scellés vers Berlin et n'apparut jamais dans les archives alliées, reste sans explication officielle. Personne n'a dit que cela n'existait pas. L'expédition de Reinhard Heydrich au cercle polaire. L'été 1936, l'Ahnenerbe envoya dans les forêts les plus reculées de Finlande une équipe de 3 personnes munies d'un magnétophone de dernière génération et d'une mission qu'aucune institution académique sérieuse n'aurait approuvée. Trouver des sorcières païennes vivantes et les enregistrer. Derrière cette mission se trouvaient 2 hommes dont la connexion avec les sorcières de Carélie n'a jamais été totalement racontée. Le premier était Heinrich Himmler, qui voulait remplacer le christianisme par une religion païenne arienne reconstruite de toutes pièces. Pour cela, il avait besoin de preuves que cette religion avait survécu quelque part. La Carélie était cet endroit. Le second était Reinhard Heydrich. Le chef de la Gestapo et architecte de la solution finale avait créé au sein de l'Ahnenerbe un département connu sous le nom de Hexen Sonderkommando, l'unité spéciale sur les sorcières. Sa mission était de répertorier chaque cas de persécution de sorcières en Europe depuis le Moyen-Âge. Ils fichèrent plus de 30 000 cas. La théorie était que l'Église et les Juifs avaient conspiré pendant des siècles pour exterminer les sages païennes germaniques, seules gardiennes du savoir arien originel. Les sorcières de Carélie étaient pour ce programme exactement ce que les derniers survivants d'une espèce éteinte sont pour un biologiste. Heydrich voulait les documenter avant qu'elles ne disparaissent. Ce qui rend cela perturbant à un autre niveau est la chose suivante. Heydrich, l'homme qui conçut l'extermination systématique de millions de personnes lors de la conférence de Wannsee, était poursuivi au sein même du Reich par des rumeurs persistantes affirmant que son grand-père paternel était juif. Hitler le savait. Himmler le savait, Heydrich lui-même le savait. Certains historiens soutiennent que sa férocité dans la persécution des Juifs était en partie une démonstration permanente de loyauté raciale pour faire taire ses doutes. L'homme qui envoyait des équipes chercher les dernières sorcières païennes pour documenter la conspiration juive qui les avait persécutées était peut-être le descendant de ceux qui l'accusaient. Le chef de l'expédition était Yrjö von Grönhagen, un noble finlandais de 24 ans, qui avait rencontré Himmler en marchant de Paris à Helsinki. Avant d'être engagé, il fut interrogé par Karl Maria Willigut, le conseiller personnel de Himmler qui avait été interné dans un asile pour schizophrénie et qui affirmait se souvenir de 22 000 ans d'histoire arienne grâce à des visions. Sa mission était de prouver que les Finlandais étaient des Ariens originels dont les traditions païennes se connectaient à la religion primitive germanique que Himmler voulait reconstruire. L'équipe transportait un magnétophone, une illustratrice, et le musicologue Fritz Bose, expert en musique et en race. La découverte la plus troublante fut Miron Aku, 92 ans. La dernière véritable sorcière de Carélie selon les villageois. Quand Grönhagen s'approcha, elle le regarda et dit sans préambule « Tu es venu à moi en rêve et tu as voulu me voler mes secrets. Depuis lors, je suis malade et je mourrai bientôt. » Elle leur prépara un thé amer avec des plantes locales, parla du dieu ancien antérieur au christianisme et réalisa un rituel d'invocation d'esprits ancestraux pour la caméra et le magnétophone. Quand Bose diffusa l'enregistrement devant elle, Miron Aku entendit sa propre voix pour la première fois de sa vie. Elle crut que ses pouvoirs avaient été capturés par la machine. Elle jura de ne plus jamais pratiquer la magie.
L'équipe retourna à Berlin avec plus de 100 enregistrements. Himmler nomma Grönhagen directeur du département d'études finlandaise de l'Ahnenerbe. La nomination ne dura que quelques semaines. Le nouveau président de l'Institut le destitua pour incompétence. Ce que le Hexen Sonderkommando de Heydrich fit des enregistrements de Kareli ne fut jamais documenté dans aucune archive ayant survécu. Les 30 000 dossiers de cas de sorcières persécutées que le département avait accumulés disparurent dans les derniers jours du Reich. Personne ne sait où ils se trouvent. Grönhagen fut arrêté à Oslo en 1945, emprisonné pendant 2 ans, puis libéré. Il émigra en Grèce, où il mourut en 2003 à la tête d'un ordre chrétien. Il avait 92 ans, le même âge que Mironaku lorsqu'on lui déroba ses secrets. La région de la Carélie fut cédée à l'Union soviétique en 1940. Les villages où ils enregistrèrent leurs dernières sorcières restèrent de l'autre côté de la frontière. Ce que l'Ahnenerbe voulait préserver pour reconstruire une religion aryenne et ce que Heydrich voulait documenter comme preuve d'une conspiration séculaire disparue. La mission perdue des SS à Tiwanaku qui reste sans réponse. En 1928, un architecte municipal allemand qui n'avait jamais obtenu de diplôme en archéologie arriva en Bolivie avec 20 000 marques gagnées lors d'un concours littéraire et la conviction que les ruines qu'il allait étudier avaient été construites par ses ancêtres. Edmond Kiss était grand, portait des lunettes, le visage rougi par le soleil de l'altiplano. Il passait des années à écrire des romans sur une race nordique appelée les Assen, qui aurait gouverné le monde avant qu'une catastrophe cosmique ne détruise sa civilisation. Ce n'étaient pas des romans. Pour Kiss, c'était de l'histoire. Ce qu'il trouva à Tiwanaku confirma tout ce qu'il avait déjà décidé de croire avant d'arriver, et quelque chose de plus qu'il ne publia jamais. Tiwanaku déconcertait les Occidentaux depuis 300 ans. Le complexe de Pumapunku était l'épicentre du mystère. Des blocs d'andésite et de grès rouge, pesant jusqu'à 130 tonnes, extraits de carrières à plus de 90 km de distance, taillés avec une précision que les archéologues du XXe siècle n'ont pu répliquer complètement avec des outils manuels. Des coupes en angle droit, des surfaces parfaitement planes, des trous percés avec une exactitude qui suggère des instruments ne correspondant à aucune technologie connue de l'époque, sans marque d'outils visible, sans une explication technique complètement satisfaisante sur la manière dont ils furent assemblés à 3800 mètres d'altitude. Mais ce qui troubla le plus les géologues qui analysèrent les blocs des décennies après Kiss ne fut ni leur taille ni leur précision. Ce fut ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur. Des analyses récentes ont détecté dans plusieurs blocs d'andésite de Pumapunku des concentrations de minéraux magnétiques disposés selon des schémas qu'aucun processus géologique naturel ne produit. Quelqu'un a délibérément sélectionné ces pierres pour leurs propriétés magnétiques. L'usage qu'ils en firent de cette manière n'est pas documenté. Personne n'a proposé d'explication satisfaisant les spécialistes ayant révisé les données. Dans le temple semi-souterrain, à quelques mètres de Pumapunku, les fouilles du XXe siècle ont mis au jour quelque chose qui ne cadre pas non plus avec les récits connus. Sur les murs intérieurs se trouvent des centaines de têtes de pierre taillées. Certaines présentent des traits clairement andins, d'autres présentent des caractéristiques faciales que les archéologues ont décrites publiquement comme ne correspondant à aucune population connue de la région. Des fronts proéminents, des traits anguleux, des proportions qui n'apparaissent dans aucun autre art précolombien de l'altiplano. Personne n'a expliqué qui ils sont. Personne n'a expliqué pourquoi ils sont là. Les Aymara consultés durant les fouilles dirent qu'il s'agissait des visages de tous les peuples du monde ayant existé avant le déluge. Kiss n'avait pas besoin de ces explications. Il avait la sienne, une technologie aryenne perdue. Ce qui est frappant, c'est ce que Kiss n'inclut pas dans ses publications, mais décrivait dans sa correspondance privée avec l'archéologue Posnanski l'existence d'une structure souterraine sous le complexe dont il n'avait pu achever l'accès. Ces lettres la décrivaient comme une chambre de pierre polie à une profondeur qu'aucune fouille autorisée n'avait atteinte. Cette correspondance fut remise à Himmler en 1938. Elle n'apparaît dans aucune archive déclassifiée. Ce qui n'apparaît pas non plus dans les publications de Kiss, mais que les astronomes ayant étudié la porte du Soleil ont souligné à plusieurs reprises, est que le calendrier gravé sur cette structure encode un système de calcul du temps d'une sophistication qui ne devrait pas exister à la période que l'archéologie assigne à Tiwanaku.
Certains de ces cycles coïncident avec des phénomènes astronomiques que l'humanité n'a recalculés qu'au XXe siècle. Kiss interpréta cela comme la preuve d'une technologie aryenne. Les archéologues modernes l'interprètent comme la preuve que celui qui construisit Tiwanaku était plus avancé que ce que n'importe quelle théorie a voulu admettre, y compris celle de Kiss. Himmler autorisa une expédition officielle avec 100 000 Reichsmark, 20 scientifiques et des équipements de mesure spécialisés. L'objectif était de résoudre le mystère de Pumapunku une fois pour toutes. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne. L'expédition fut annulée la semaine même. La chambre souterraine que Kiss décrivait dans ses lettres ne fut jamais fouillée officiellement. Ce qu'il y avait à l'intérieur, s'il y avait quelque chose, n'a toujours pas été vérifié. Kiss fut acquitté à Nuremberg, arguant qu'il n'était qu'un archéologue. Il publia 2 autres livres sur l'Atlantide dans les années 50 et mourut en 1960. Hermann Göring et la théorie de la glace éternelle, pseudoscience au haut commandement. Au cours de l'hiver 1941, l'armée allemande qui progressait vers Moscou commença à geler. Les températures chutèrent à moins 40 degrés Celsius. Les moteurs des chars cessèrent de fonctionner. Les lubrifiants se solidifièrent. Les soldats moururent d'hypothermie parce que leurs uniformes n'étaient pas conçus pour un tel froid. Le haut commandement avait planifié une campagne d'été qui devait s'achever avant l'hiver. Les prévisions météorologiques de la Luftwaffe n'avaient pas anticipé ce qui était en train de se produire. Ce que très peu de gens savent, c'est pourquoi ces prévisions ont échoué. En 1937, le météorologue en chef de la Luftwaffe, le lieutenant-colonel Hans Robert Scultetus, présenta au haut commandement un rapport officiel soutenant qu'une théorie cosmologique appelée la Welteisslehre, la théorie de la glace éternelle, pouvait améliorer les prévisions météorologiques allemandes pour les opérations militaires. Le rapport fut accepté. À partir de ce moment, les prévisions météorologiques de la Luftwaffe incorporèrent des paramètres dérivés d'une théorie qui affirmait que l'univers était fait de glace et que la Lune était une boule de glace en orbite décroissante. L'hiver russe de 1941 fut le plus froid depuis des décennies. Les prévisions basées sur la Welteisslehre ne l'anticipèrent pas. L'armée allemande paya cette erreur par des centaines de milliers de pertes dues au froid, avant même que le moindre combat ne commence. La théorie qui influença ces prévisions était née en 1894 dans le jardin d'un fabricant autrichien de vannes de réfrigération nommé Hans Hörbiger. Cette nuit-là, Hörbiger regarda la Lune et conclut qu'elle était faite de glace. Durant les décennies suivantes, il construisit autour de cette conviction une cosmologie complète. Le système solaire était né lorsqu'une étoile était entrée en collision avec une autre remplie d'eau. La Voie lactée était un anneau de blocs de glace interstellaire et la Lune actuelle n'était pas la première à avoir orbité autour de la Terre. Il y en avait eu 6 auparavant. Chacune était tombée sur la planète, provoquant des catastrophes globales. La 5e Lune avait causé le déluge biblique. La 6e avait détruit l'Atlantide. Les survivants, les Aryens hyperboréens forgés par le froid du Nord, avaient reconstruit la civilisation après chaque impact. Lorsqu'on lui faisait remarquer que la température de surface de la Lune avait été mesurée à plus de 100 degrés Celsius durant le jour, Hörbiger répondait que les mesures avaient été fabriquées par des astronomes réactionnaires. Lorsqu'on lui signalait que ces calculs ne correspondaient à aucune observation connue, il répondait par une phrase que ses partisans transformèrent en slogan « Le calcul ne peut que vous égarer ». Après sa mort en 1931, ses partisans s'alignèrent sur le mouvement qui prenait le pouvoir en Allemagne. La Welteisslehre fut déclarée l'antithèse aryenne de la physique d'Einstein. La relativité était de la physique juive, corrosive et abstraite. La Welteisslehre était de la physique aryenne, intuitive, enracinée dans l'expérience directe de la nature. Ses partisans faisaient irruption dans les conférences scientifiques en scandant « À bas l'orthodoxie astronomique, donnez-nous Hörbiger ». Une entreprise manufacturière de Stuttgart n'embauchait que des employés signant une déclaration sur l'honneur de croire en la théorie de la glace éternelle. Hitler l'adopta comme cosmologie officielle du parti et planifia un planétarium dans sa ville natale de Linz, où le 3e étage, le plus élevé, serait intégralement dédié à Hörbiger.
Himmler en fit le fondement scientifique de l'Ahnenerbe. Toutes les expéditions de l'Institut comptaient parmi leurs objectifs la recherche de preuves confirmant cette théorie. Alfred Rosenberg, le chef idéologique du parti, était le seul dans le cercle interne à oser exprimer des doutes. Ses journaux personnels, récupérés à Nuremberg, contiennent une entrée de 1939 qui dit simplement « Herbigé nous fera passer pour des fous devant l'histoire ». Personne ne l'écouta. La conséquence logique fut la recherche de fragments physiques des lunes précédentes. Si 6 lunes de glace étaient tombées sur la Terre, leur reste devait exister quelque part à la surface terrestre. L'Ahnenerbe organisa des expéditions dans les Alpes autrichiennes, en Bavière et dans les forêts d'Europe centrale, avec l'instruction de localiser des formations géologiques pouvant être interprétées comme des fragments d'un corps céleste détruit. Les équipes documentaires des formations rocheuses inhabituelles, des couches géologiques aux compositions atypiques et des dépôts d'origine apparemment anormales. Tout fut envoyé à Berlin pour analyse. Parmi tous les échantillons envoyés, l'un d'eux ne reçut pas le même traitement que les autres. Un dépôt localisé dans les Alpes bavaroises en 1941 produisit une analyse que le chef du département de géologie de l'Ahnenerbe décrivit dans une note interne comme une « composition chimique sans parallèle dans aucune base de données de minéraux terrestres connus ». L'échantillon fut classé immédiatement. Il n'apparut jamais dans aucun rapport ultérieur. Le géologue qui rédigea la note fut transféré dans un autre département 3 semaines plus tard. Il ne laissa aucune explication écrite de ce transfert. Le reste des analyses fut dévastateur. Chaque échantillon s'avéra être d'origine terrestre. Les formations rocheuses étaient le produit de processus géologiques conventionnels. Il n'y avait pas de glace cosmique. Il n'y avait pas de lunes antérieures. La SS archiva les résultats sans aucun communiqué officiel. Dans les documents de l'Ahnenerbe ayant survécu à la guerre, il n'existe aucun rapport déclarant formellement l'échec du programme. Les nouvelles demandes de financement cessèrent simplement d'apparaître. Le programme disparut des registres de la même manière que l'échantillon des Alpes bavaroises, sans explication, sans conclusion, sans trace. En 1945, les Alliés trouvèrent dans les archives de l'Ahnenerbe des décennies de recherches destinées à prouver que l'univers était fait de glace. Les scientifiques qui révisèrent le matériel mirent des jours à assimiler ce qu'ils lisaient. Non pas pour sa complexité, mais pour son absolue indifférence envers toute preuve contredisant ses conclusions. Les plans du planétarium de Linz existaient dans les archives de la chancellerie lorsque les Alliés l'occupèrent. Le 3e étage, celui de Herbigger, ne fut jamais construit, mais les plans incluaient une salle souterraine sans dénomination dans aucun document de construction. Elle apparaissait seulement sous le nom de Espace H. Aucun architecte survivant du projet n'expliqua jamais à quoi elle était destinée. Le château de Wewelsburg, l'obsession de Heinrich Himmler. En 1934, Heinrich Himmler signa un contrat de bail de 100 ans pour un château en ruine en Westphalie. Le prix convenu était d'1 mark par an. Le propriétaire accepta car le château se dégradait depuis des décennies et personne n'avait d'argent pour le restaurer. Himmler le voulait parce qu'il possédait une forme qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, un triangle parfait de pierre de la Renaissance avec une tour circulaire à chaque sommet. Et parce qu'une légende locale disait que lorsque la fin du monde viendrait de l'Est, ce château serait le dernier point à résister. Pour Himmler, ce n'était pas du folklore, c'était une prophétie. L'homme qui le mena jusqu'à Wewelsburg s'appelait Karl Maria Willigut. Il était général des SS et l'un des conseillers personnels les plus proches d'Himmler. Il avait également été interné dans un asile en 1924 pour schizophrénie et délire de grandeur. Ces médecins documentèrent qu'il affirmait descendre de dieux germaniques et qu'il possédait une mémoire ancestrale lui permettant de se souvenir de 22 000 ans d'histoire aryenne grâce à des visions. Himmler examina son dossier psychiatrique complet, le lut ligne par ligne et le recruta malgré tout. Il lui donna le rang de Brigadeführer. Il lui assigna un bureau dans le château. Il fit de lui l'architecte spirituel du projet le plus ambitieux du Reich, en dehors du champ de bataille. Le plan initial était une école de formation pour les cadres SS. Le plan final, approuvé en 1941, était radicalement différent. Himmler commanda la conception d'un complexe appelé le Centre du Monde.
Des bâtiments, des parcs, une autoroute, un barrage avec centrale électrique et un aéroport rayonnant depuis la tour nord sur près d'1,5 kilomètre dans toutes les directions. Le village de Wewelsburg disparaîtrait. La vallée entière serait inondée pour créer un fossé. Le budget approuvé était de 250 millions de Reichsmark. Le Reich n'allait pas construire un château. Il allait construire le centre de l'univers arien. Pour le financer, la SS établit en 1940 le camp de concentration de Niederhagen à quelques mètres du château. C'était le plus petit camp du Reich et le seul dont la fonction exclusive était de fournir de la main-d'œuvre esclave pour les travaux d'un bâtiment. Sur les 3900 prisonniers qui passèrent par Niederhagen, 1285 moururent. Les survivants construisirent la salle des généraux, la crypte, les couloirs de pierre. Ils construisirent le Vatican de la SS de leurs propres mains et de leur propre vie, avec 600 calories par jour et 10 heures de travail forcé sous la surveillance de gardes qui portaient sur leurs uniformes le symbole que ces mêmes prisonniers étaient en train d'installer sur le sol. Sur le sol de marbre de la tour nord, ils installèrent un symbole composé de 12 rayons disposés en runes. Aucun document officiel nazi ne l'a jamais désigné par un nom spécifique. Ce que ce symbole signifiait pour ceux qui l'ont conçu, quel nom ils utilisaient pour s'y référer en privé, quelle fonction ils remplissaient dans les rituels qui se déroulèrent dans la salle située directement au-dessous, n'apparaît dans aucun document ayant survécu à la guerre. Le nom Soleil Noir apparaît pour la première fois dans un roman de fiction publié en 1991. Depuis lors, il a été adopté par des groupes néo-nazis du monde entier comme symbole central de leur idéologie. Le symbole que les prisonniers de Niederhagen ont installé sur ce sol continue d'être utilisé 80 ans plus tard par les mêmes organisations qui l'ont inspiré. Personne au sein du Reich n'a jamais expliqué ce qu'il était exactement. Personne en dehors du Reich ne l'a expliqué depuis lors. Au-dessus de cette salle, Himmler a installé une table ronde avec 12 chaises. Chacune portait, gravé dans l'argent, le blason de l'un de ses 12 généraux les plus proches. La référence à Arthur était explicite. Himmler était le roi. Ses généraux étaient les chevaliers. Une pièce était réservée au Saint Graal lorsqu'il serait trouvé. La sienne était dédiée au roi Henri Loiseleur, fondateur du premier Reich germanique. Himmler affirmait être sa réincarnation et avait personnellement rapporté les ossements du roi médiéval à la cathédrale de Quedlinburg lors d'une cérémonie nocturne documentée par ses aides de camp. Ce que cette cérémonie impliquait, ce qui fut prononcé dans cette cathédrale à minuit, ses assistants ne l'ont jamais décrit en détail dans aucun témoignage ultérieur. Sous la salle du Soleil Noir, dans la crypte, la citerne médiévale fut transformée en espace rituel. Les témoignages d'officiers SS interrogés après la guerre décrivent des cérémonies nocturnes où Himmler présidait des rites dont aucun n'a voulu ou pu détailler le contenu exact. Certains interrogés ont affirmé ne pas se souvenir de ce qui se passait à l'intérieur. D'autres ont dit qu'ils ne pouvaient pas le décrire. Un troisième groupe a gardé un silence absolu sur toute question relative à la crypte, même lors des interrogatoires de Nuremberg, où ils ont parlé sans réserve des crimes de guerre. Les documents de ces cérémonies, s'ils ont existé, n'ont été retrouvés dans aucun archivalier. Ce qui a survécu, en revanche, c'est le mécanisme pour une flamme éternelle installée au centre de la salle circulaire. Personne ne l'a activé après la guerre. Mais il fonctionne toujours. En mars 1945, Himmler ordonna de détruire le château avant qu'il ne tombe aux mains des Alliés. L'explosion détruisit l'intérieur. Les murs de 2 mètres d'épaisseur survécurent. Le Soleil Noir survécut. La crypte survécut. La flamme éternelle aussi. Aujourd'hui, Wewelsburg est un musée et une auberge de jeunesse. Les photographies sont interdites dans la salle du Soleil Noir. Les visiteurs ayant tenté d'en prendre décrivent des résultats étranges sur leurs appareils, bien que le musée attribue cela à l'éclairage spécial de la salle. Le contrat de bail que Himmler avait signé pour un mark par an aurait expiré en 2034. Pourquoi Hitler a-t-il retardé une bataille pour sécuriser une montagne sans valeur militaire? Le puits de Kara-Ora. En août 1942, en pleine offensive vers les champs pétrolifères de Bakou, Adolf Hitler émit un ordre que ses généraux ne comprirent pas. La division Edelweiss ne devait pas progresser vers Sukhumi avant d'avoir sécurisé certaines zones des montagnes de Kabardino-Balkari, sans explication tactique, sans justification opérationnelle.
Le maréchal Keitel transmit l'ordre en silence. Personne ne demanda pourquoi. 69 ans plus tard, un spéléologue russe suivit les archives nazies jusqu'à ces mêmes montagnes et trouva ce qu'Hitler savait probablement s'y trouver. Arthur Zemmoukov étudiait depuis des années les archives de Lahnenerbe liées à l'opération Edelweiss. Les documents décrivaient des équipes de la SS explorant systématiquement ces montagnes à la recherche de ce que les archives appelaient des « cités souterraines ariennes ». Ce qu'il trouva sur le pic Kara-Ora ne correspondait à aucune catégorie connue de formation géologique ni de construction historique documentée. Il s'agissait d'un puits vertical parfaitement droit, s'enfonçant de 40 mètres dans la roche avant de s'ouvrir sur une salle souterraine de 36 mètres de haut. Les parois étaient des blocs mégalithiques assemblés en angle droit avec une précision millimétrique. Les surfaces étaient polies, sans marque d'outils visibles, sans traces de suie, sans artefacts, sans aucun signe indiquant que quiconque y ait jamais vécu. Les blocs les plus grands pesaient, selon les estimations, 200 tonnes. Un courant d'air frais et constant circulait depuis les profondeurs sans explication connue. Près de l'entrée, il trouva une croix gammée nazie gravée dans la roche. Et à côté d'elle, une seconde croix gammée plus ancienne qui n'avait aucun lien avec les nazis. Deux marques du même symbole séparées par des siècles ou des millénaires. Les nazis étaient arrivés là avant lui. Et quelqu'un, avant les nazis, avait laissé le même symbole. Ce que les archives n'expliquèrent pas, c'était pourquoi 3 des hommes les plus puissants du Reich avaient accordé une attention personnelle à ces montagnes. Himmler visita personnellement le front du Caucase en septembre 1942. Son itinéraire officiel incluait l'inspection d'unités SS. Ce qui n'apparaît dans aucun registre, c'est ce qu'il fit durant les déplacements vers des zones montagneuses, sans valeur militaire que son agenda mentionnait. Heydrich mourut quelques semaines avant que l'armée allemande n'atteigne la région. Cependant, les archives de son département incluent des références à des structures souterraines dans le Caucase cataloguées avant sa mort. Heydrich connaissait l'existence de quelque chose dans ces montagnes avant même qu'une expédition n'y arrive. Comment il le savait n'apparaît dans aucun document ayant survécu. Albert Speer déclara dans ses mémoires qu'au cours de l'été 1942, Hitler lui montra des cartes du Caucase, marquées de zones ne correspondant à aucun objectif militaire ou industriel connu, et lui dit simplement « Il y a là-bas des choses qui ne doivent en aucun cas tomber entre les mains de l'ennemi ». Speer écrivit qu'il n'avait jamais compris à quoi il faisait référence. L'archéologue Herbert Jankuhn de Lahnenerbe opéra dans le Caucase durant l'année 1942, protégé par des unités de la SS. Le puits de Kara-Ora se trouve à 40 km de la zone où ses registres de mouvement le situent en août de cette année-là. Jankuhn fut jugé à Nuremberg et acquitté. Il mourut en 1991 en tant que professeur titulaire respecté. Il ne parla jamais de ce qu'il cherchait dans ces montagnes. En juin 2015, Zemmoukov annonça sur un réseau social que le lendemain, il révélerait une nouvelle découverte. Cette nuit-là, un camion le renversa sur une route déserte à minuit et quart du matin. Il mourut sur le coup. Le message fut supprimé de son profil dans les heures qui suivirent sa mort. Personne n'expliqua qui l'avait supprimé, ni depuis quel appareil. 2 ans plus tard, Tchernobrov, le chercheur qui était descendu dans le puits avec lui, mourut d'un cancer à l'âge de 51 ans. 3 autres personnes liées à l'enquête moururent au cours de cette même période. 5 personnes liées au même site. 5 décès en 2 ans. Les géologues qui ont examiné les photographies de l'intérieur se divisent en 2 positions. Certains signalent des formations karstiques naturelles. D'autres soulignent que des blocs mégalithiques, assemblés avec un tel niveau de précision, n'ont aucun équivalent connu dans aucune formation naturelle nulle part sur la planète. Hitler retarda une campagne militaire pour sécuriser cette zone. Himmler visita ces montagnes sans laisser de traces de ce qu'il y fit. Heydrich savait qu'il y avait quelque chose là-bas avant même que quiconque n'y arrive. Speer écrivit qu'Hitler lui avait dit qu'il y avait des choses là-bas qui ne pouvaient en aucun cas tomber entre les mains de l'ennemi. Et l'homme qui suivit ses archives 80 ans plus tard mourut renversé la nuit précédant son annonce. Le puits est toujours ouvert. Le courant d'air continue de sortir des profondeurs. Personne n'a atteint le fond. L'expédition secrète que Patton ordonna pour secourir son gendre.
Dans la nuit du 26 mars 1945, le capitaine Abraham Baum reçut une commande qu'il ne comprit pas totalement. Patton l'avait appelé à son poste de commandement personnel, chose inhabituelle pour un capitaine, et lui avait donné des instructions directes sans intermédiaire. Il prendrait 300 hommes et 57 véhicules blindés, pénétrerait à 80 km derrière les lignes allemandes et libérerait le camp de prisonniers d'Oflag près de Hammelburg. Baum demanda s'il recevrait un appui aérien. Non. S'il y aurait des renforts en cas de problème. Non. Si l'opération avait été approuvée par le commandement supérieur. Patton ne répondit pas à cette question. Baum se souvint des années plus tard de sa réaction exacte. « J'ai pensé, qu'est-ce que je fous ici ?» La Task Force Baum partit cette nuit, même vers l'intérieur de l'Allemagne. Ce que Baum ne savait pas, ce qu'aucun de ses 300 hommes ne savait, c'était que le général le plus célèbre de l'armée américaine venait de les envoyer dans une mission qui n'avait été autorisée par aucun commandement supérieur, qui violait les protocoles opérationnels de l'armée américaine et qui avait un objectif réel complètement différent de celui déclaré. Dans le camp d'Oflag était détenu le lieutenant-colonel John K. Waters. Waters avait été capturé en Tunisie en février 1943. Il était le gendre de George S. Patton. La Task Force Baum atteignit le camp après 2 jours de combat continu à travers le territoire ennemi. Ils libérèrent temporairement les prisonniers. Waters fut identifié, extrait et placé dans un véhicule. À ce moment-là, les forces allemandes contre-attaquèrent avec une concentration que la petite colonne américaine ne pouvait pas supporter. Ce qui suivit fut une destruction systématique. Les blindés américains tentèrent de s'ouvrir un chemin de retour vers les lignes alliées. Un par un, ils furent éliminés. Les hommes qui pouvaient s'échapper à pied tentèrent de le faire à travers les bois. Ceux qui ne pouvaient pas furent capturés. Lorsque le bilan final fut établi, 32 hommes étaient morts. 263 avaient été capturés. La totalité des 57 véhicules avait été détruite ou abandonnée. Seuls 35 hommes retournèrent vers les lignes américaines sur les 300 qui étaient repartis. C'était la proportion de pertes la plus dévastatrice de toute opération de la 3e armée durant toute la campagne européenne. Eisenhower était furieux. Omar Bradley était furieux. Le scandale fut étouffé car la guerre était à quelques semaines de son terme, et détruire publiquement le général le plus populaire d'Amérique ne servait aucun but stratégique à ce moment-là. Mais l'enquête interne fut sans équivoque. L'opération avait été ordonnée sans autorisation supérieure, avec des moyens insuffisants pour l'objectif déclaré et avec un objectif réel qui n'apparut jamais dans aucun document officiel. Patton nia publiquement avoir su que son gendre se trouvait dans ce camp. Ses journaux, publiés après sa mort, maintenaient cette version. Mais parmi ses papiers personnels figurait une lettre écrite à sa femme Béatrice la nuit même du départ de la Task Force Baum. La lettre disait « J'ai envoyé une colonne vers un endroit à 40 milles à l'est où l'on dit que se trouvent John et 900 prisonniers. » La lettre fut écrite avant que la Task Force n'atteigne le camp, avant que quiconque n'ait pu l'informer que Waters s'y trouvait. Patton savait depuis le début. Baum survécut, fut capturé et libéré quelques semaines plus tard lors de la progression des Alliés dans la zone. Lorsqu'on lui demanda, des années plus tard, s'il croyait que la mission avait été ordonnée pour secourir Waters, il répondit sans hésiter « Tout le monde dans ce camp le croyait. La seule personne qui prétendait ne pas le savoir était Patton. » Le lieutenant-colonel Waters fut évacué avec des blessures graves durant le chaos de la contre-attaque allemande. Il survécut à la guerre. Il devint général de l'armée américaine et chef du commandement du Pacifique. Il ne parla jamais publiquement de Hammelburg ni de son beau-père. Patton mourut en décembre 1945 dans un accident de la route en Allemagne, quelques mois après la fin de la guerre. La Task Force Baum ne fit jamais l'objet d'une enquête formelle. Les 300 hommes envoyés dans une mission non autorisée pour secourir un membre de la famille du général ne reçurent aucune explication officielle sur les raisons de leur envoi ni sur ce qui avait échoué. 32 d'entre eux ne purent recevoir d'explication d'aucune sorte. Lors d'Auschwitz que les Alliés ont trouvé. Le 12 avril 1945, des soldats de la 3e armée américaine suivaient 2 civils allemands arrêtés pour avoir violé le couvre-feu à Merkers, une petite ville de Thuringe. Les civils admirent qu'ils savaient quelque chose.
Dans les entrailles d'une mine de potasse à 600 mètres de profondeur, le Reich avait caché ce qu'aucun bombardement allié ne pourrait détruire, le cœur financier de l'Allemagne nazie. Ce qu'ils trouvèrent en descendant n'était pas un simple dépôt. C'était une chambre au trésor d'une échelle impossible. 8500 lingots d'or de la Reichsbank empilés jusqu'au plafond. Des milliers de sacs contenant des devises étrangères, des dollars américains, des francs suisses, des livres sterling, des pièces de douzaines de pays occupés. Mais entre les lingots et les sacs se trouvait quelque chose qu'aucun soldat ne s'attendait à trouver dans une mine de sel. La statue de Néfertiti, considérée comme l'une des œuvres les plus importantes de l'art de l'Égypte ancienne. Des tableaux de Rembrandt, des œuvres de Titien, des sculptures et des tapisseries extraites des musées de la moitié de l'Europe, occupés durant 5 années de pillage systématique. Le tout emballé, catalogué et stocké avec la méticulosité bureaucratique qui caractérisait le Reich, même dans ses dernières semaines d'existence. La nouvelle atteignit le quartier général allié en quelques heures. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces alliées en Europe, descendit personnellement dans la mine. Il était accompagné de George Patton et d'Omar Bradley. 3 des généraux les plus puissants de l'armée la plus puissante du monde descendirent à 600 mètres sous terre pour voir de leurs propres yeux ce que le Reich avait accumulé. Patton, qui n'était pas homme aux paroles délicates, décrivit la découverte comme « la chose la plus étonnante que j'ai vue de ma vie ». La photographie des 3 généraux dans le tunnel, entourés de lingots d'or, devint l'une des images les plus reproduites des derniers jours de la guerre. Ce que Merker se révéla, c'était l'ampleur du pillage. L'or n'avait pas été produit par l'économie allemande. Il avait été confisqué aux banques centrales des pays occupés, aux familles juives déportées dans les camps, aux dents des morts d'Auschwitz fondues en lingots avec le sceau de la Reichsbank. Le trésor de Merker, c'était la comptabilité physique de l'Holocauste. Mais Merkers fut le trésor qu'ils trouvèrent. Ce qu'ils ne trouvèrent pas alimenta des décennies de recherche. En janvier 1945, alors que l'armée rouge progressait vers Breslau, un train blindé quitta la ville en direction des montagnes de Basse-Silésie. Il entra dans les tunnels du projet Riese, le complexe souterrain construit par 30 000 prisonniers d'Auschwitz sous les montagnes des Hiboux, et n'arriva jamais à aucune destination enregistrée. En 2015, 2 chercheurs polonais affirmèrent l'avoir localisé grâce à un radar à pénétration de sol. Le gouvernement polonais boucla la zone. L'excavation de 2016 coûta 131 000 $ et dura 7 jours. Il n'y avait pas de train. Les images radar étaient des formations naturelles de glace et de roches, ce qui a bel et bien existé. En revanche, c'est la route financière que le Reich a utilisée pour déplacer son or avant l'arrivée des Alliés. Entre 1942 et 1943, 86 tonnes d'or ont franchi les Pyrénées par la gare internationale de Canfranc, dans le nord de l'Espagne. L'or provenait de Suisse et servait à payer le tungstène et le fer que l'Espagne et le Portugal vendaient au Reich, des métaux sans lesquels la machine de guerre allemande ne pouvait pas fonctionner. Pendant des décennies, ce trafic a été nié par tous les gouvernements impliqués. En l'an 2000, un citoyen français a trouvé dans la gare de Canfranc des documents abandonnés, qui le prouvaient sans ambiguïté. Les lingots y étaient enregistrés comme une importation de lingots d'or avec sceau de provenance suisse. Les banques suisses n'ont jamais expliqué totalement d'où venait cet or avant d'arriver dans leur coffre. En mai 2023, le gouvernement néerlandais a autorisé une excavation dans le village d'Omeren, après avoir déclassifié une carte dessinée à la main par un soldat allemand, marquant d'une croix l'endroit où il avait enterré des caisses contenant des bijoux et de l'or pillé dans une banque à Arnhem. L'excavation a utilisé une technologie de détection de dernière génération. Elle n'a rien trouvé. L'hypothèse la plus acceptée est que quelqu'un a récupéré le trésor en secret dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre, avant que quiconque ne sache que la carte existait. Dans le lac Toplitz, dans les Alpes autrichiennes, des plongeurs ont récupéré dans les années 50 des caisses métalliques scellées contenant des millions de livres sterling falsifiés. Elles étaient le produit de l'opération Bernard, le programme des SS conçu pour inonder la Grande-Bretagne de fausses monnaies et détruire son économie. Les caisses trouvées à Toplitz n'étaient pas toutes celles qui avaient été immergées.
Les plongeurs qui ont tenté d'atteindre le fond du lac au cours des décennies suivantes ont vu leur descente bloquée par des troncs d'arbres délibérément immergés. Ce qui se trouve sous ces troncs n'a pas été récupéré. Le Reich a accumulé pendant 12 ans le plus grand pillage de richesses privées et institutionnelles de l'histoire européenne. Merkers est ce qu'ils ont trouvé. Canfranc est ce qu'ils ont tracé. Omeren et Toplitz sont ce qu'ils n'ont pas encore trouvé. Et quelque part entre ces montagnes polonaises, si le train a existé, il attend toujours. L'expédition la plus longue de la CIA à la recherche du chef de la Gestapo. En 1946, l'Agence centrale d'intelligence ouvrit un dossier contenant un nom et une question. Le nom était Heinrich Müller. La question était « Où est-il » Pendant 23 ans, ce dossier accumula des rapports de terrain, des témoignages d'informateurs et des photographies d'hommes qui auraient pu être lui. Aucun ne l'était. On ne cherchait pas Müller pour le juger. On le cherchait parce qu'il en savait trop. Il connaissait l'identité de chaque agent double ayant opéré en Europe durant la guerre. Il savait quels fonctionnaires alliés avaient rien collaboré avec le Reich. Il connaissait les méthodes exactes par lesquelles la Gestapo avait pénétré chaque service de renseignement ennemi sur le continent. En 1946, cette information n'était pas de l'histoire. C'était une munition active dans une guerre qui venait de commencer. La seule piste concrète fut une tombe dans le cimetière de Charlottenburg, enregistrée à son nom. Lorsque les autorités l'exhumèrent, elles trouvèrent les restes de 3 individus distincts. Aucun n'était Müller. L'enterrement avait été organisé avec des documents falsifiés par quelqu'un ayant accès au système administratif allemand d'après-guerre. La tombe n'était pas une erreur. C'était une opération. La recherche se divisa en 3 directions simultanées. L'Europe de l'Est, où un ancien officier de la SS affirma l'avoir vu travailler pour le renseignement soviétique en Tchécoslovaquie sous une fausse identité. L'Amérique du Sud, où des informateurs en Argentine et au Chili le situèrent à différents moments des années 50 et 60, sans qu'aucune piste ne pût être vérifiée. Et le territoire américain, où le chercheur Gregory Douglas publia des transcriptions qu'il affirmait être des interrogatoires de Müller, menés par le renseignement américain à la fin des années 40. Leur authenticité ne fut jamais établie, mais ne fut pas non plus réfutée. Certains des informateurs qui affirmaient être en contact avec quelqu'un connaissant Müller disparaissaient avant un second interrogatoire. Les documents déclassifiés en 2001 fermèrent le dossier sans le résoudre. 23 ans, 4 continents, des centaines d'informateurs. Le résultat officiel fut que Müller n'avait pas été localisé et qu'il n'existait pas de preuves suffisantes pour déterminer s'il était toujours en vie. Ce que ces documents n'expliquaient pas, c'était comment il avait traversé l'encerclement soviétique de Berlin dans les premiers jours de mai 1945 sans laisser de traces. Une telle fuite n'était pas de l'improvisation. C'était une opération préparée des semaines à l'avance, avec une documentation prête, un itinéraire défini et quelqu'un attendant de l'autre côté. Quelqu'un a planifié sa disparition. Quelqu'un a construit sa fausse tombe. Quelqu'un a reçu les rapports de la CIA pendant 23 ans sans les transmettre à la cible. Et Müller, s'il était toujours en vie pendant qu'on le cherchait, savait exactement qui était ce quelqu'un. L'expédition de Göring en Tunisie, 50 millions en or volé. En novembre 1942, l'Afrika Korps franchit la frontière tunisienne et établit la première et unique occupation nazie d'un territoire africain abritant une communauté juive significative. Depuis Berlin, Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et deuxième homme du Reich, émit des ordres directs avant même que les troupes n'aient fini de s'installer. Ce n'étaient pas des ordres militaires, c'étaient des ordres de confiscation. La communauté juive de Tunisie, l'une des plus anciennes et des plus prospères de la Méditerranée avec des racines remontant à 2000 ans, devait être systématiquement dépouillée de tout son patrimoine avant que les Alliés ne puissent arriver. À ce moment-là, Göring n'agissait pas par idéologie, il agissait par nécessité financière et par une cupidité personnelle dans des proportions que ses collaborateurs ne purent jamais totalement dissocier. Son mode de vie à Karinhal, son palais de chasse en Prusse, consommait des ressources que le Reich ne pouvait plus soutenir sans sources extraordinaires, et la Tunisie était une source extraordinaire. La communauté juive tunisienne contrôlait une part disproportionnée du commerce méditerranéen,
avaient accumulé durant des générations des richesses sous forme d'or, de bijoux, de devises et de propriétés, et se trouvaient totalement sans protection sous l'occupation. L'opération fut dirigée par la SS avec l'efficacité bureaucratique qui caractérisait chaque programme de confiscation du Reich. Les familles furent convoquées, enregistrées et dépouillées, les synagogues vidées, les commerces confisqués. L'or physique, les bijoux et les devises furent inventoriés, emballés et préparés pour le transport vers l'Allemagne. L'estimation la plus conservatrice de ce qui fut confisqué durant les 6 mois d'occupation tunisienne atteint les 50 millions de dollars de l'époque. En valeurs actuelles, cela représente plusieurs centaines de millions. Le problème fut le transport. En 1943, la Méditerranée n'était plus un lac italien. L'aviation alliée contrôlait des secteurs critiques des routes maritimes et les sous-marins britanniques opéraient avec une efficacité croissante contre le trafic de ravitaillement de l'Axe. Déplacer un chargement d'une telle valeur de la Tunisie vers l'Italie, puis vers l'Allemagne, exigeait coordination, discrétion et chance. Le chargement fut divisé en plusieurs envois pour réduire le risque de perte totale. L'un de ces envois n'arriva jamais. Le navire qui transportait la partie la plus précieuse du butin tunisien fut coulé par l'aviation alliée au large des côtes de la Corse. Les circonstances exactes du naufrage, le nom du navire, sa cargaison spécifique et sa position exacte au moment de l'impact ne figurent dans aucun document allemand ayant été totalement déclassifié. Ce qui est documenté, en revanche, c'est que Göring ordonna une recherche immédiate du chargement lorsqu'il apprit la nouvelle du naufrage. Cette recherche, exécutée par des plongeurs militaires allemands en conditions de guerre, ne permit pas de retrouver le navire ni son contenu dans le temps imparti avant que les Alliés ne prennent le contrôle de la zone. En 1954, un plongeur corse affirma avoir localisé l'épave d'un navire dans cette zone et avoir vu des caisses métalliques intactes à travers les hublots. Il disparut 3 semaines plus tard, sa barque fut retrouvée vide. L'affaire fut classée comme accident maritime en 48 heures. Personne ne reprit officiellement les recherches. L'expédition fantôme de Patton qui a gagné le jour J. En janvier 1944, George Patton reçut le commandement de l'armée la plus vaste qu'aucun général américain n'avait jamais dirigée en Europe. 29 divisions, plus d'1 million d'hommes, des centaines de chars déployés le long de la côte sud-est de l'Angleterre. Aucun de ces soldats n'existait. Aucun de ces chars n'était réel. L'armée entière était une illusion construite de bois, de toile et de ballons en caoutchouc conçus pour être vus depuis les airs. Les Alliés avaient besoin qu'Hitler crût que l'invasion viendrait par Calais. Pour cela, ils avaient besoin de quelqu'un que les Allemands respectaient suffisamment pour rendre le piège irrésistible. Les services de renseignement alliés avaient déterminé que Patton était le seul général américain que le haut commandement allemand considérait capable d'exécuter une invasion d'une telle ampleur. Si Patton était aux commandes, la menace était réelle. Ils choisirent Patton précisément parce qu'ils savaient qu'Hitler le choisirait lui aussi. Ce que les Allemands ignoraient, c'est que leurs agents en Grande-Bretagne travaillaient pour les Alliés depuis des mois. Le plus important était Juan Pujol Garcia, un Espagnol qui avait commencé par vendre des rapports inventés aux Allemands avant même qu'aucun service allié ne connût son existence. Les Alliés le trouvèrent, le recrutèrent et firent de lui le pivot de l'opération. Pujol alimentait les Allemands avec des informations suffisamment réelles pour être crédibles et suffisamment contrôlées pour orienter leurs conclusions exactement là où les Alliés le souhaitaient. Ce que Patton pensait de tout cela figure dans ses journaux, avec une clarté que ses éditeurs ont tenté d'adoucir. Il avait été écarté du commandement après avoir giflé 2 soldats hospitalisés en Sicile. Tandis qu'il représentait une armée inexistante, Eisenhower planifiait la plus grande invasion de l'histoire. Et Bradley dirigerait les forces réelles du débarquement. Patton écrivit qu'il était l'homme le plus dangereux de l'armée américaine et qu'on l'utilisait pour tromper les Allemands pendant que d'autres récoltaient la gloire. Les pages les plus explicites de ces journaux sur cette période furent omises de l'édition publiée. Elles ne sont jamais reparues depuis. Le 6 juin 1944, les Alliés débarquèrent en Normandie. Alors que le haut commandement allemand débattait de l'opportunité de déplacer les réserves blindées depuis Calais, Pujol envoya un message urgent à ses contacts allemands. La Normandie n'était qu'une distraction.
L'attaque principale, sous le commandement de Patton, frapperait Calais. Le message parvint directement à Hitler. Il stoppa le mouvement des divisions Panzer vers la Normandie pendant des semaines. Les historiens ont calculé que cette décision coûta à l'Allemagne toute chance réelle de rejeter les Alliés hors des têtes de pont. Ce qui n'a jamais été totalement expliqué, c'est comment les services de renseignement allemands purent croire pendant des semaines que l'attaque principale n'avait pas encore eu lieu. Certains historiens ont souligné que les informations de Pujol étaient si systématiquement vérifiables qu'il est difficile d'expliquer leur efficacité par le seul talent d'un agent individuel. Ce qu'ils suggèrent, sans pouvoir le prouver, c'est que quelqu'un au sein du haut commandement allemand savait que l'information était fausse et choisit de ne rien dire. Qui et pourquoi aucun archive déclassifié n'y a encore répondu. L'expédition de Churchill pour récupérer l'or du fond de l'Arctique. En mai 1942, le croiseur britannique HMS Edinburgh quitta le port de Mourmansk avec une cargaison qui ne figurait sur aucun manifeste officiel. Dans ses cales se trouvaient 465 lingots d'or soviétiques. C'était le paiement de Staline à Churchill pour les fournitures militaires que la Grande-Bretagne avait envoyées à l'Union soviétique. 4 tonnes et demie d'or dans les eaux les plus dangereuses du théâtre européen de la guerre. L'Edinburgh n'atteignit jamais aucun port britannique. Le 1er mai, un sous-marin allemand lança 2 torpilles contre le croiseur. La première frappa la proue. La seconde détruisit le gouvernail, laissant le navire immobile dans les glaces de l'Arctique. 4 jours plus tard, 3 destroyers allemands arrivèrent pour achever le travail. L'Edinburgh reçut une 3e torpille. L'équipage fut partiellement évacué. Ce qui restait était irréparable. La décision que Churchill dut prendre était sans précédent dans l'histoire navale britannique. Le navire était toujours à flot. Si les Allemands l'abordaient avant qu'il ne sombre, ils récupéreraient l'or soviétique. Cela signifiait que Staline ne recevrait pas le paiement convenu au moment le plus critique de l'Alliance et que le Reich recevrait une injection financière d'une valeur incalculable. Churchill ordonna que les destroyers britanniques achèvent l'Edinburgh avec leurs propres torpilles. Un navire de guerre britannique coula un autre navire de guerre britannique. Les 57 membres d'équipage qui n'avaient pu être évacués moururent avec le navire. L'Edinburgh sombra à 245 mètres de profondeur dans la mer de Barents. Pendant 39 ans, personne ne sut exactement où il se trouvait. Les archives contenant les coordonnées du naufrage restèrent classifiées. La raison officielle invoquée était la sensibilité des opérations des convois arctiques. La raison réelle était plus embarrassante. L'or restait juridiquement la propriété soviétique et toute expédition ouvrait un différend diplomatique qu'aucun gouvernement ne souhaitait gérer en pleine guerre froide. En 1981, une entreprise privée obtint les permis nécessaires après des années de négociations avec Londres et Moscou. Ce qui suivit fut l'une des opérations de plongée les plus exigeantes de l'histoire. À 245 mètres de profondeur dans l'Arctique, avec des températures que les combinaisons de l'époque pouvaient à peine supporter, une visibilité minimale et les restes d'un croiseur s'enfonçant dans la vase depuis près de 4 décennies. 431 des 465 lingots furent récupérés. Les 34 restants gisent toujours au fond de la mer de Barents, sous du fer effondré dans des compartiments que personne n'a plus tenté d'atteindre. Ce qu'aucun gouvernement n'a totalement expliqué, ce sont les annexes des archives sur la décision de Churchill, qui demeurent classifiées des décennies après toute justification opérationnelle raisonnable. Si elles contiennent uniquement des détails sur le naufrage, ou quelque chose lié à l'origine réelle de l'or, ou aux accords entourant son transport, aucune source officielle n'y a répondu. Les 57 hommes qui moururent lorsque Churchill ordonna de couler son propre navire n'apparaissent sur aucun mémorial spécifique lié à cette décision.